Muriel, en fait, la question et la recherche de la justice aujourd'hui, c'est comment est-ce que cet enfant a pu passer sous les écrans radars? Comment est-ce que pendant 1 an et demi, il a pu purement et simplement disparaître alors qu'on avait un signalement auprès de la commune, cette nouvelle commune où il venait d'emménager avec sa compagne, et donc les enfants, ils avaient été, comment dirais-je, déclarés. À l'école, il avait été déclaré au début, puis après il a été déscolarisé, mais personne ne fait rien. Comment est-ce qu'aujourd'hui, que ce soit un enfant ou un adulte d'ailleurs, puisse totalement disparaître des écrans radars de la République? Écoutez, d'abord, je voudrais vous dire que cette affaire, et c'est un mot que je n'emploie pas souvent, a déclenché en moi un effroi. J'ai été saisi d'effroi quand j'ai appris cette affaire, parce qu'effectivement, comment est-ce que c'est possible dans une communauté de vie, avec des liens avec l'école, des liens avec la mairie, des liens avec les voisins, un enfant disparaisse du jour au lendemain pendant plus d'1 an sans que ça ne pose de questions à personne. Donc, c'est absolument tétanisant d'effroi. Ce que ça dit, là, j'ai pas la réponse à votre question, c'est l'enquête qui va l'établir, mais ça dit beaucoup de notre société. Ça dit des dysfonctionnements administratifs successifs, ça dit d'une forme d'indifférence, ça parle également de l'incapacité que nous avons au sens large. Moi, c'est une des choses sur lesquelles je suis pendu au signal d'alarme pour le pays, bien au-delà de cette affaire tragique, sur le fait que notre pays est en train de partir en morceaux, mais même la solidarité au sein de sa population. Alors évidemment, heureusement pas partout, mais cette affaire, elle est vraiment effrayante. Alors après, le procureur a raison, il va y avoir une enquête, l'enquête va établir, mais vous savez, je vais faire un parallèle qui est un raccourci, donc je mesure en le faisant que c'est un raccourci. Mais l'affaire des dizaines d'enfants qui ont été agressés à Paris dans les établissements relevant le périscolaire qui relève de la mairie de Paris, c'est tout aussi incroyable. C'est tout aussi incroyable. Dans le périmètre du premier adjoint de l'époque qui a été élu dans la foulée. C'est des choses qu'il a été élu par des gens qui ont voté pour lui. Donc ce qui est fou, c'est que on a l'impression qu'on est dans un pays où les choses les plus énormes et les plus terrifiantes sont possibles. Dans l'affaire du périscolaire, il y a eu des témoignages à coup d'anonymat qui ont été diffusés notamment chez nos confrères de CNews, avec justement des responsables administratifs du périscolaire et qui disaient bah oui, mais on savait pas qui était en charge, donc du coup on a laissé le dossier et du coup ça c'est un petit peu. En fait, les dossiers peuvent disparaître sous la pile. C'est-à-dire qu'on a souvenez-vous de François Bayrou qui un jour arrive à un débat télévisé, il apporte le code du travail français qui fait 1500 pages et le code du travail suisse qui en fait 120. Et il dit voilà, ça c'est la France. Et là c'est pareil, c'est-à-dire qu'on peut mettre la vie d'enfants, là en l'occurrence, en danger à cause de ce maelstrom administratif. Oui, mais les gens qui nous écoutent, ils ont du bon sens. Les gens qui nous écoutent, ils ont des familles, ils sont commerçants, ils travaillent, ils ont des responsabilités associatives, des responsabilités professionnelles. Quand il y a quelque chose qui dysfonctionne dans votre périmètre d'action, vous n'avez pas besoin d'être le grand chef d'un département ou d'une administration. Même si vous avez 3 ou 4 personnes sous votre responsabilité, quand il y a un problème, si le problème est grave, vous prenez tout de suite des mesures urgentes. Et parfois, vous appelez la police, vous faites des signalements. Mais les gens ont la trouille. Bah oui, mais la trouille de quoi? Un enfant qui disparaît pendant 1 an et demi. Là, en l'occurrence, je reviens au périscolaire. Là, ces agents, on a bien compris qu'ils avaient la trouille de leur hiérarchie. Ils avaient la trouille parce qu'ils ne savaient pas à qui transmettre. Et donc, du coup, il y avait une impasse. Bah oui, mais à un moment, on peut aussi voir la police. Ouais. Quand c'est des atteintes. C'est du bon sens, vous avez raison, Thibault de Montbrial. Voilà, donc c'est tout ça, si vous voulez, si on reprend un tout petit peu de champ par rapport aux faits atroces dont on parle, mais c'est pour ça que j'ai fait ce parallèle entre le périscolaire et l'affaire d'Alsace, c'est que on est en train de perdre le bon sens, la réactivité, la solidarité, tout ce qui fait l'union d'un pays. Quand vous voyez aujourd'hui l'enquête du Figaro sur les villes moyennes qui sont dans l'insécurité, quand vous voyez qu'il y a plus 300% de délinquance chez des très jeunes et souvent des mineurs sur les cambriolages avec fausse intention, c'est-à-dire un faux plombier, un faux policier, qu'est-ce que ça vous inspire? La statistique des violences en France de 2025 du ministère de l'Intérieur, hors violences intrafamiliales, qui sont en soi un problème majeur, c'est une agression physique par minute. Par minute.
Par minute. Voilà, on va passer une demi-heure ensemble, il y en aura eu 30. Comme cette soir, il y en aura sans doute eu un peu plus, parce qu'il y en a plus le soir que le matin. Donc, c'est ça la France aujourd'hui. On est dans un pays où il n'y a plus aucun endroit, aucun territoire où les gens peuvent se penser complètement à l'abri de la violence. Pendant longtemps, on a parlé des quartiers, il y avait tout un tas de raisons, on pouvait débattre des causes, des conséquences, etc. Mais aujourd'hui, c'est absolument partout. Au Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, le CRSI que je préside, nous avions fait faire une enquête qui avait été publiée par vos confrères du Parisien, 1 an avant les municipales. Et on avait interrogé les maires des villes de plus de 2000 habitants et des villes de moins de 2000 habitants. Tous sur les sujets qui étaient les préoccupations de leurs concitoyens en vue des municipales de 2026. La sécurité revenait en tête partout, partout. C'est-à-dire de droite, de gauche, petite ville, grande ville, etc. Les deux postes pour la présidentielle future, c'est la sécurité et le pouvoir d'achat. Mais donc je ne suis, quand je lis l'enquête du Figaro ce matin, alors avec moi ce que je fais dans la vie, je suis pas surpris parce que je le savais déjà, mais de lire l'analyse qui est faite par les confrères du Figaro, qui est une bonne analyse, mais c'est ça la réalité aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus de différence, il peut y avoir des différences d'intensité, mais aujourd'hui ce qu'on voit c'est que les violences, le seuil de déclenchement de la violence n'arrête pas de baisser, l'intensité de la violence n'arrête pas de monter, et la violence est en train structurellement de devenir un mode de résolution du conflit dans notre pays. C'est extrêmement inquiétant. Et comment vous l'expliquez dans le phénomène récent, ce qu'on montre dans le classement du Figaro sur des villes où les faits de violence sont le plus augmentés, on voit que les villes moyennes sont énormément rattrapées par des phénomènes qui, il y a quelques années encore, touchaient surtout les grandes villes. Il y a une statistique parlante, c'est que par exemple, sur les faits de violence aux personnes hors cadre familial, Angoulême est devant la Courneuve rapportée à la population. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que pour vous, ce sont des gens sur place qui, parce que le seuil de déclenchement de la violence a baissé, deviennent subitement délinquants ? Ou est-ce que ce sont des bandes, des gangs qui se déplacent, qui s'étendent sur le territoire, qui investissent des territoires qui n'étaient pas encore concernés ? Comment vous expliquez que les villes moyennes et même des villages, des bourgs, soient aujourd'hui touchés par des phénomènes qu'ils ne connaissaient pas il y a encore quelques années ? Il y a plusieurs réponses, il y a plusieurs causes. La première, c'est qu'on vit une dynamique qui est un effondrement de l'autorité dans notre pays depuis, c'est pas d'hier, mais c'est une dynamique qui forcément à un moment commence à avoir des conséquences visibles partout. Il y a une accélération toujours du phénomène. Donc il peut y avoir des violences individuelles qui avant ne se déclenchaient pas, en tout cas pas à des seuils si bas. Et puis par ailleurs, il y a des phénomènes qui sont liés à la criminalité organisée, grande ou moyenne, pas que la très grande, c'est pas que les mafias internationales, des guerres de territoire, et il faut bien le dire aussi, un lien avec une immigration non maîtrisée et avec la répartition de plus en plus importante et de moins en moins supportée localement, et ça aussi les maires nous en avaient parlé dans l'enquête de 2025, la répartition d'une partie notamment des mineurs étrangers isolés sur le territoire. Quand vous avez 30 mineurs étrangers isolés qui arrivent dans une ville de 2000 habitants un matin sans que le maire ait été prévenu avant, et que du coup il faut avec l'aide du préfet en une demi-heure trouver un hébergement, et que le premier hébergement qu'on trouve c'est le gymnase où les gamins vont faire du sport, et que du coup les gamins ne vont plus faire de sport, forcément ça crée des tensions. C'est ce qui s'est passé à Paris encore dernièrement avec la réquisition d'un gymnase dans le 15e. Voilà. On va parler de tous ces sujets, Thibaut de Montbrial. Je suis obligé de marquer une pause. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec nos alters du Figaro et Adrien Matou de Marianne, je reprends précisément cette auto-félicitation de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui, dans un télégramme au préfet, l'admission exceptionnelle de séjour au titre des métiers en tension n'a donné lieu en tout et pour tout, ce sont les mots du ministre, qu'à 1655 titres de séjour en 2025. Qu'est-ce qu'il tente de faire, Laurent Nunez ? De minimiser l'immigration ? C'est vrai que la formulation est curieuse. Après, son propos s'inscrit dans un débat public beaucoup plus large. Il faut se souvenir qu'au moment où Bruno Retailleau, quand il était ministre de l'Intérieur, avait pris une circulaire pour modifier, revenir sur ce qu'on appelait la circulaire Valls de 2012, il y a un certain nombre d'éléments qui avaient été durcis, dont la régularisation de gens qui avaient une situation professionnelle stable dans le pays. Donc je ne sais pas s'il a voulu dire qu'il n'y en a du coup pas tant que ça. Franchement, je pense que le mieux ce serait de lui demander, parce que c'est très difficile on l'invite d'ailleurs, Laurent Nunez, si vous nous entendez ce soir, venez sur Europe 1 dans n'importe quelle émission d'ailleurs, parce que il y a aussi un contexte, j'allais dire, plus global qui concerne le ministre de l'Intérieur, parce qu'il y a eu le
pataquès sur le voile. C'est-à-dire que le 12 mars, il arrive devant la grande mosquée de Paris et devant Chef Zedim, également le Hafiz, le recteur de la mosquée de Paris. Il a ses propos où il dit que il ne sera pas le ministre qui retirera le voile de la tête des fillettes parce que ça n'est pas dans sa conception du vivre ensemble. Il promeut, il fait de la promotion de l'islam un mantra, et d'ailleurs il associe à ses propos le président de la République. Un mois après, devant le Sénat, il dit tout le contraire. Il dit sur la promotion de l'islam, j'ai eu des propos maladroits. Il a répété 4 fois évidemment en disant évidemment ce sont des propos maladroits, évidemment je ne suis pas pour le voilement des fillettes de 6 ou 7 ans. Voilà, ça s'inscrit également dans ce débat-là de Laurent Nunez. Oui, il y a toute personnalité qui arrive à des postes aussi importantes que ministre de l'Intérieur, enfin les ministères régaliens, je vois tout ce qu'il dit, y compris dans des cercles peut-être plus confinés, passer au crible. Je pense, moi je le connais très très bien, Laurent Nunez, je lui ai fait part de ma stupéfaction quand la vidéo sur les propos à la grande mosquée sont sortis. Qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Il m'a répondu ce qu'il a ensuite dit publiquement. Ah oui. C'est-à-dire que c'était... Il vous a répondu avant qu'il le dise au Sénat mais parce que je pense que c'était une maladresse. Non, mais parce que je pense qu'on est très très nombreux à le lui avoir dit, parmi les gens qui le connaissent bien. Et de fait, c'était maladroit. Est-ce qu'il a agi sur commande ? Est-ce qu'il est allé à la grande mosquée Très sincèrement, moi je vais vous dire, il est allé dans une forme d'habitude que je dénonce absolument, qui est l'habitude pour les ministres de l'Intérieur de se rendre à des événements qui sont des événements purement religieux, et en particulier quand il s'agit de la communauté musulmane. Pas que, mais beaucoup. Et notamment les iftars, les ruptures de jeûne, etc. Et d'ailleurs, souvenez-vous, que son prédécesseur, Bruno Retailleau, lui avait refusé d'aller à quelques cérémonies de cette nature que ce soit. Je pense que le ministre de l'Intérieur, dans une situation où la question de la radicalité religieuse, de la confusion entre le fait politique et le fait religieux est de plus en plus importante, en particulier à propos de l'islam en France, doit, pour conserver son autorité sur ces questions, se tenir à distance de ces endroits. En particulier quand ce sont des lieux comme la Grande Mosquée de Paris, qui sont des lieux symboliques extrêmement liés à l'Algérie. Certains qualifient la Grande Mosquée de Paris d'ambassade bis de l'Algérie en France. Les liens entre la direction de la Grande Mosquée de Paris et l'administration algérienne sont notoires. Donc, je pense que la situation de l'Algérie et de... Non, mais justement. Donc, je pense qu'il faut faire très attention et que le combat de Laurent Nunez contre l'islamisme, il est pas contestable dans la durée. Ce qu'il a fait en 2021, il a beaucoup été à la manœuvre dans la fameuse loi contre la loi dite séparatiste du mois d'août 2021. Il a beaucoup travaillé comme patron de renseignement à la DGSI et à la Coordination nationale antiterroriste sur des dispositions concrètes assez efficaces en matière antiterroriste. Donc, mais je pense qu'il illustre un embarras qui est en même temps macroniste. Il est notoirement proche du président de la République, et en tout cas c'était... C'est pour ça que je me demandais si c'était sur commande. Mais je ne peux pas répondre à cette question. Bon. Mais en tout cas, je lui ai dit franchement ce que j'en pensais. Maître de Montbrial. Voilà. Adrien Matou. Est-ce que pour vous, le ministre de l'Intérieur en poste, que ce soit Laurent Nunez ou Bruno Retailleau, est-ce que, vu la situation politique, la faiblesse politique du gouvernement, la base idéologique du macronisme et la présidentielle qui vient, est-ce qu'il peut vraiment faire quelque chose ? Ou est-ce qu'on n'est pas finalement condamné à attendre pour ce sujet de sécurité que tout soit réglé en 2027 ? Aujourd'hui, c'est de la gestion des affaires courantes, mais... Et je reboule avec le sujet qu'on évoquait il y a un instant, avec le sujet que le Figaro a sorti ce matin sur l'explosion de la violence en France, partout sur le territoire et notamment dans les villes moyennes. La gestion des affaires courantes, quand on est dans un pays où les fractures sont aussi nombreuses, où la violence explose et où les choses vont globalement de plus en plus mal chaque jour, ça n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester inactif et on est obligé d'être absolument intransigeant sur les fondamentaux. Et moi, le reproche que je fais à Emmanuel Macron, beaucoup plus qu'à ceux qui ont porté ces politiques, c'est que ça fait 9 ans qu'il est là, ça fait 9 ans qu'il a les notes de renseignement, ça fait 9 ans qu'il a les chiffres, ça fait 9 ans qu'il voit les patrons d'administration centrale, ça fait 9 ans qu'il voit les différents ministres qui lui disent la réalité, et qu'à aucun moment, il n'a pris le tournant qu'il aurait en plus rendu autrement populaire,
qui a été un tournant sécuritaire, qui est celui que le pays attendait, que tous les électeurs, quelle que soit leur sensibilité, et toutes les enquêtes d'opinion le montrent, plébisciteraient, et qu'il avait là l'occasion de rendre service au pays et de se rendre service en termes de popularité, et qu'il ne l'a pas fait. Et là, j'avoue que j'ai une incompréhension totale. Mais Vous alternez. peut-être parce que, précisément, il ne s'agit pas d'un tournant sécuritaire qui est nécessaire, mais un tournant judiciaire. Et que le nœud du problème ne se situe pas au ministère de l'Intérieur, mais au ministère de la Justice. Et vous le documentez vous-même régulièrement. Est-ce que s'il y a un échec, quelque part, des ministères de l'Intérieur, des ministres de l'Intérieur successifs, à enrayer cette progression de la délinquance, est-ce que c'est parce que c'est moins de leur ressort que celui du garde des Sceaux, également du président de la République, qui est de rendre effectivement appliquer les peines qui sont prononcées. Rien que cela serait une avancée et sans doute que ça donnerait des résultats. Est-ce que pour vous, le nœud gordien n'est pas là, tout simplement ? Vous savez, moi je promeus depuis longtemps un choc de sécurité, un choc d'autorité. L'expression a été reprise. Pour moi, le choc d'autorité, c'est une chose dont on pourrait débattre des détails, mais dans son principe, c'est un alignement entre l'Élysée, Matignon bien sûr, et les deux ministères qui concourent à la sécurité. Pour moi, les deux sont indissociables. La justice et la police, ou plus exactement la police et la justice, dans l'ordre, sont les deux maillons de la chaîne qui concourent à la production de sécurité. Je sais que les juges n'aiment pas qu'on dise qu'ils concourent à la sécurité, mais pourtant c'est vrai. Les policiers arrêtent les voyous et les policiers et les juges, les condamnent. Donc, quand je dis que ma déception, mon incompréhension, c'est plus que de la déception. La déception, on s'en fout. C'est l'incompréhension. Au bout de 9 ans, devant l'incapacité d'Emmanuel Macron à avoir pris ce tournant, c'est un tournant dans lequel... On a Nunez à l'intérieur, Darmanin à la justice, dans lequel Jean-Claude Matignon. On n'a pas des gauchistes à la tête de ces chaînes-là. Mais justement, dans lequel... C'est incompréhensible. C'est une incompréhension dans laquelle j'englobe évidemment l'intérieur et la justice. Et c'est pas tant la responsabilité de ceux qui occupent les fonctions que de l'impulsion politique qui est donnée. Je pense, moi, qu'il y a des choses de bon sens, des choses pragmatiques, des choses qui sont le retour à la base de ce qu'est le pacte social qui consiste pour l'État à protéger sa population, qui donnerait des vrais résultats et qui rendrait ceux qui les mettraient en œuvre populaires. Et comment est-ce que vous appréciez la montée justement de ce qu'on appelle chez LFI la Nouvelle France ? Comment est-ce que vous appréciez effectivement cette nouvelle force, et notamment M. Bagayoko à Saint-Denis, qui parmi les toutes premières mesures qu'il a dites, c'est « je vais désarmer la police ». Ensuite, il a rétropédalé, il dit « non, mais ça ne concerne que les LBD ». Et surtout, les agents municipaux devront prêter allégeance à la politique que moi, je vais mettre en place. C'est très intéressant parce que ça montre que LFI a définitivement fait le choix, dans la perspective de l'élection présidentielle de l'année prochaine, de la radicalité et de la rupture. LFI a eu plusieurs occasions, quels que soient ceux qui se sont exprimés en son nom, mais en particulier évidemment Jean-Luc Mélenchon, depuis quelques mois, LFI a eu l'occasion de se dissocier d'un certain nombre d'excès, comme par exemple, pour commencer, ceux de la jeune garde. Et au contraire, LFI, à chaque fois, est allé dans la surenchère, y compris parfois contre les évidences de bon sens. Et on se dit, en le regardant, on se dit, mais est-ce qu'il pense que ça va aboutir à quelque chose ? Est-ce que ça va pas repousser ces électeurs potentiels ? Eh ben non, c'est ça le problème. C'est qu'on est dans une France de plus en plus radicale et que LFI a fait le choix d'une radicalité à l'extrême gauche, d'une radicalité violente, je pèse mes mots. Souvenez-vous des images. Moi, j'ai incité beaucoup d'observateurs à regarder les images de la soirée de deuxième tour des élections municipales, là où les maires LFI ont gagné, sans le son. J'ai dit, regardez les images sans mettre le son. Qu'est-ce qu'on voit ? Décrivez-moi ce qu'on voit à l'écran sans le son. On voit des populations très majoritairement masculines, avec des signes qui rappellent les signes distinctifs de l'islamisme, que ce soit capillaire ou vestimentaire, omniprésents, et des rictus de haine, et des gens qui avaient été battus démocratiquement. Avec des points, notamment... Bien sûr, des rictus de haine, des gestes, donc des quasi, il faut faire attention aux mots, il n'y a pas eu de violence. Mais Jean-Luc Mélenchon a parlé de grands remplacements maintenant oui, mais c'est pour au grand jour. Exactement. Et la Nouvelle France, et ce qu'en disent les différents maires, M. Bakayoko et d'autres, cette Nouvelle France est une France de l'exclusion. C'est-à-dire que c'est le bout de la fracture. Et il faut faire très attention, parce que toute cette affaire peut extrêmement mal se terminer. Je rappelle pour finir que LFI cherche à prendre le pouvoir soit par les urnes, soit par la rue, et que dans la façon qu'elle a de chercher à prendre le pouvoir par les urnes, elle crée les conditions de tenter de le faire par la rue. Merci beaucoup Thibaut de Montbrial d'avoir été l'invité d'Europe 1 soir, 19h44 sur